la discussion, le panel, en vous parlant des tendances plus macroéconomiques. Donc, je suis économiste, je suis directrice de l'Institut du Québec. C'est un centre de recherche économique qui est un partenariat entre le Conference Board du Canada et HEC Montréal. Notre président, c'est Raymond Bachand, qui va être ici ce midi avec un autre chapeau. Mais donc, on l'a fondé en 2014, puis dans le fond, on regarde tous les enjeux pour améliorer la productivité puis le bien-être de manière générale. Donc, c'est très vaste. Mais on se penche beaucoup sur ce qui est main-d'œuvre, emploi, surtout depuis 2 ans, et éducation, parce que je suis convaincue fondamentalement que c'est la clé pour l'avenir, parce que vous allez voir avec les diapositives, là, la démographie, c'est ce qui marque en ce moment notre contexte économique, puis c'est ce qui va le définir pendant la prochaine décennie. Donc, je vais vous parler d'automatisation et d'emploi. Les défis de l'avenir, dans le fond, les 3 principales composantes qui vont définir les enjeux auxquels on devra faire face à l'avenir, c'est le vieillissement de la population. On en a pour encore plus d'1 décennie. L'automatisation et la robotisation. Et les changements climatiques, on n'en parle pas beaucoup, c'est plus nouveau dans la littérature, mais de plus en plus, ce qu'on lit, c'est que ça va avoir un impact majeur sur le monde du travail pour 2 principales raisons. Bien, premièrement, la migration. C'est sûr que si tu es affecté par le climat, bien, il va y avoir de plus en plus de mouvements massifs de gens à travers les frontières avec les conséquences politiques qu'on connaît et aussi les technologies d'avenir. Donc, je vais surtout parler des 2 premiers. Le vieillissement de la population, qu'est-ce que ça veut dire pour le Québec? Donc, les seules données comptabilisées, c'est Emploi Québec qui les estime sur l'impact du vieillissement de la population sur les besoins du marché du travail. 1,1 million de personnes vont prendre leur retraite sur 10 ans, 2015 à 2024, 2025 à peu près. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le tiers des gens qui travaillent qui vont devoir être remplacés. Puis à ça, on ajoute la création d'emplois. Tu sais, parler du plein emploi, c'est plus à la mode, puis ça devrait plus être à la mode. Puis de parler de création d'emplois, ce n'est pas l'enjeu. On parle de 200 000 emplois créés, à peu près 200-300 000 sur la prochaine décennie, mais 1,1 million de personnes à remplacer. Donc, vous voyez l'ordre de grandeur, là, ça fait 1,4 en tout personnes à trouver. Donc, le groupe des 23-67 ans va baisser d'environ 140 000 au cours des 10 prochaines années. Donc, en plus des gens qui partent, ceux qui rentrent, là, qui renflouent, bien, eux sont en baisse. Et les 68 ans et plus, donc, eux, vont augmenter de plus de 630 000. Donc, vous imaginez l'impact sur les besoins du système de santé, en santé. Et donc, la productivité devient un peu le seul élément qui va faire croître le niveau de vie, qui a le potentiel de faire augmenter le niveau de vie. Donc, le contexte démographique. 2014, c'est l'année où le changement a eu lieu. Donc, au lieu d'avoir plus de personnes de 15 à 64 ans, on a commencé à en avoir moins. On voit que ça diminue rapidement, puis ça continue de baisser. Ça, c'est 2017. Et qu'est-ce qui se passe après 2017? Bien, ça continue de baisser, puis ça continue jusqu'en 2030. Donc, ça veut dire qu'on en a pour 1 décennie à manquer de monde. Et le vieillissement a donc un impact sur le niveau de vie, c'est sûr. Ça, c'est une espèce de diapositive que les économistes aiment beaucoup. On part à peu près toutes nos réflexions de ce petit graphique-là. Le niveau de vie, c'est défini comme le PIB divisé par la population, donc le PIB par habitant. Puis, qu'est-ce qui compose ça? C'est la quantité de travail. Donc, les 15-64 ans sur la population totale, on vient de le dire, ça va baisser, fois le taux d'emploi. Donc, combien de personnes travaillent? Puis, au Québec, on s'améliore vraiment beaucoup depuis 2 décennies. On n'en parle jamais, mais le taux d'emploi, on était très loin par rapport à l'Ontario. On a rattrapé et même dépassé l'Ontario pour certains groupes d'âge. Les femmes, par exemple, le taux d'emploi des femmes au Québec est le 3e plus élevé au monde. Donc, on a peu de gains à faire. On travaille déjà beaucoup en termes de proportion et peut-être que c'est possible d'en faire plus. La pression démographique va peut-être faire ça, mais on est déjà très bon. Puis là où il reste un petit écart, là, une marge de manœuvre, c'est pour les 60 ans et plus. On a rattrapé l'écart des 50 à 60 qu'on avait avec l'Ontario, puis les 60 à 69, disons, il y a encore un écart là qu'on peut aller chercher sur le taux d'emploi. La durée de travail, les heures travaillées, bien, la tendance mondiale, ce n'est pas à l'augmentation, c'est plutôt à la baisse au statu quo, donc peu de potentiel là. Et donc, la productivité. C'est un peu ça qui va déterminer le niveau de vie. Où est-ce qu'on se classe pour la productivité?
Pas très bien. Le Québec, c'est la ligne bleue. Donc, on voit que c'est en augmentation. Bonne nouvelle, c'est positif. La productivité augmente. Il y a une croissance année après année, mais moins rapide que la moyenne de l'OCDE et que le Canada, et loin derrière les États-Unis. Donc, il y a un potentiel là. Alors, moi, en tout cas, je pense que le point sur le défi de main-d'œuvre est assez clair, là. Honnêtement, je lisais dans le document du comité sectoriel qu'il y a eu un impact déjà très puissant, vous l'avez senti, du vieillissement de la population puis de la main-d'œuvre au cours des dernières années. Mais c'est juste le début, là. C'est juste que démographiquement, on le sait. Ça fait des années que les économistes le disent, mais c'est difficile d'adapter les politiques publiques. On parle encore de subventions puis de crédits d'impôt pour la création d'emplois, mais c'est passé date. Il faut adapter ça sur la formation puis la productivité. Donc, on va parler d'automatisation et de robotisation parce que c'est une des composantes principales de la productivité. Donc, il faut prendre le virage. De quoi on parle? On parle des technologies numériques dites cognitives, apprentissage automatique, reconnaissance et traitement du langage, des images, intelligence artificielle, réalité virtuelle augmentée. On va en parler au cours de la journée, là, je ne suis pas l'experte de ça, mais c'est juste pour dire que, dans le fond, les technologies permettent maintenant de capter l'information en masse, de la traiter et d'en bénéficier pour améliorer nos façons de faire. Puis on peut maintenant reproduire davantage les gestes, ce qui est routinier. Le travail routinier peut être robotisé de plus en plus. Donc, 33 % des Québécois croient que le progrès technologique va créer plus d'emplois et de meilleurs emplois, mais 38 % croient l'inverse. Historiquement, les révolutions technologiques ont toujours suscité des changements, puis il y a des gagnants, il y a des perdants. Si on veut minimiser l'impact sur les perdants, il faut se préparer, il faut commencer à y penser d'avance pour minimiser ça. Les données que je vous présente dans la prochaine diapositive, ce n'est pas mes prévisions de l'impact de l'automatisation. Je ne me suis pas aventurée là du tout. J'ai juste fait une revue des documents qui existent sur le sujet. Et ce qu'il dit, c'est à partir des technologies qu'on connaît en ce moment, quel sera l'impact, combien d'emplois ou combien de tâches vont être affectées. Donc, c'est le potentiel d'automatisation et non l'automatisation réelle. Ça dépend de beaucoup de choses. Est-ce qu'on va s'automatiser ou pas, la taille de l'entreprise, les moyens de l'entreprise, puis souvent, le coût de la main-d'œuvre. Est-ce que ça vaut la peine de t'automatiser? Ça dépend du coût de ta main-d'œuvre. Puis au Québec, le coût de la main-d'œuvre est inférieur aux États-Unis, en Ontario, en Colombie-Britannique. Donc, c'est peut-être un des éléments qui fait qu'on s'automatise moins vite aussi. Mais ça devrait changer avec la pression qu'on a en ce moment sur le marché du travail. Donc, selon McKinsey, 5 % des emplois totaux seront affectés, 60 % des professions à hauteur de 30 % des tâches. Selon Forrester, 6 % des emplois d'ici 2021, ça s'en vient vite, 2021, ça fait quelques années ça que c'était fait. L'OCDE dit que pour le Canada, c'est 9 % des emplois, 23 % des emplois qui vont être touchés partiellement, donc certaines tâches qui vont être automatisées. Brookfield Institute, 42 % des travailleurs menacés sur 10 à 20 ans, 36 % des emplois sont à faible risque. Donc, on a pris ces chiffres-là puis on les a mis pour le Québec, les derniers, ceux du Brookfield, ça fait environ 1,7 million d'emplois qui sont touchés par l'automatisation d'une quelconque façon. Mais il y a aussi des gains potentiels de technologies qui vont créer des nouveaux emplois. Par exemple, des emplois beaucoup plus dans la création, la supervision et la maintenance des systèmes automatisés. La contribution humaine va toujours être nécessaire, c'est sûr. On va voir plus tard, surtout dans quel type de tâches et de positions. Et des effets positifs seraient une baisse des prix, donc une hausse de la demande, ce qui vient permettre de consolider les emplois actuels et d'en créer des nouveaux aussi pour développer, pour répondre aux besoins. Et ça laisserait place à un travail qui serait plus créatif, peut-être moins pénible, moins exigeant physiquement. Selon les a couverts, donc les autres gains potentiels avec la productivité, puis les nouvelles tâches et nouvelles compétences. Donc, quelles sont les tâches les plus à risque? Bien, le travail manuel routinier, ça revient pas mal dans tous les rapports, c'est le plus à risque parce que c'est plus facile à recréer par une machine, un robot, un logiciel intelligent. Le travail cognitif routinier, c'est plus variable parce qu'il y a plus de place à la pensée, donc c'est moins prévisible. Le travail manuel non routinier, c'est plus difficile. Et le plus difficile, c'est le travail cognitif non routinier, donc beaucoup de pensée, d'interaction humaine.
Surtout, donc, les services d'enseignement puis de santé, c'est les moins à risque d'être automatisés. Puis ça représente environ 30 des emplois au Canada, donc qui sont les moins à risque d'automatisation. Ici, je sais que vous ne voyez pas, là, mais on a pris, dans le fond, ces estimations-là, puis on les a appliquées à chaque secteur pour voir quelle part des emplois serait à risque. Puis dans la fabrication, il y a environ 10-15 qui est à faible risque d'automatisation, puis le reste, c'est séparé entre incertain puis emploi puis fort risque d'automatisation. Ça, c'est les secteurs plus spécifiques. On va passer plus vite pour arriver aux solutions, aux défis. Donc, les effets, on pense que ce que ça pourrait faire, l'automatisation, éventuellement, une fois que ça va avoir été implanté, que ça va faire partie de nos vies davantage, c'est qu'on va passer de deux catégories. Au lieu des travailleurs spécialisés, bien payés, et des faiblement qualifiés, mal payés, ça va être ceux qui peuvent travailler, qui ont les capacités, les compétences pour travailler, et ceux qui ne sont pas capables de travailler. Donc, il faut penser à ça tout de suite, dès maintenant, pour adapter nos systèmes, pour soutenir puis rendre les gens aptes au travail, leur donner les bons outils. Il va y avoir des enjeux majeurs sur la fiabilité, la sécurité, la propriété intellectuelle. La fiscalité va être à revoir, le droit aussi. Et surtout, la résistance sociale. C'est sûr que les changements majeurs provoqués par l'automatisation vont avoir un impact social. Alors, les pistes d'action, je les relisais, on a fait ce rapport-là il y a 2 ans, puis finalement, tout revient à la formation. D'une façon ou d'une autre, les solutions vont toutes passer par la formation. Donc, il faut comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas vraiment de données claires sur la formation qui se fait en entreprise. Il y en a par les comités sectoriels qui essayent de le faire, comme là, je voyais dans votre document, 3,7 de la masse salariale des entreprises va en formation selon la taille, etc. Mais il n'y a pas vraiment de données agrégées qui nous permettent de comprendre qu'est-ce qui se passe avec la formation très clairement dans les entreprises. Mais si on veut l'améliorer puis orienter les politiques publiques là-dessus, il va falloir mieux le comprendre. Accroître le niveau de participation aux études collégiales et universitaires. Dans le rapport, c'était juste universitaire, mais j'ai ajouté collégial parce que c'est fondamental. Les nouveaux emplois vont être créés à 75 dans des domaines, des compétences qui vont exiger une formation collégiale 3 ans ou universitaire, 75 Puis le reste, ça va être des qualifications inférieures, mais il y a du remplacement aussi, beaucoup qui est à travers tous les secteurs. Donc, repenser les programmes d'enseignement. Savez-vous combien de temps ça prend créer ou revoir complètement un programme collégial? 7 ans. C'est pas une joke, c'est le chiffre officiel, c'est commun, c'est su, on accepte ça, c'est correct, ça prend 7 ans revoir un programme. Mais la technologie, elle a le temps de changer 7 fois d'ici là, donc ton programme, il est plus bon. Donc ça, je pense que c'est un enjeu majeur. Dans la politique nationale de la main-d'œuvre, je ne sais plus si c'est ça le bon nom, mais ça ressemble à ça. Une des 47 mesures, c'est de faire passer ce 7 ans-là à 18 mois, mais on ne sait pas comment, donc permettez-moi d'avoir des doutes là-dessus, mais ça serait exceptionnel si on ciblait cette mesure-là puis on la mettait de l'avant. Mais ça ne se fera pas tout seul. Je pense que ça prend une pression du milieu qui dit que ça n'a pas de bon sens de ne pas laisser nos établissements d'enseignement accélérer ça et avoir plus de flexibilité, d'agilité et d'autonomie. Donc, un arrimage va être nécessaire aussi. Je sais qu'il y en a, mais ça en prend plus parce qu'il y a quand même des secteurs. J'avais un exemple dans le jeu vidéo où ils arrivent en entreprise puis tout le monde me dit « je peux pas les engager ». Je veux dire, ça donne rien. Il n'est pas formé avec la bonne technologie. J'aime mieux aller prendre un travailleur étranger puis qui a plus d'expérience puis qui est à jour. Donc ça, on ne peut plus se permettre ça comme société. J'ai oublié de le dire, mais le taux de chômage en ce moment, il est à 5,quelques%, mais le taux de chômage, on l'a décortiqué entre immigrants puis natifs. Natif, c'est la définition de SATCAM, ça veut dire que tu es né au Canada, c'est 4%. De 2018, là, les premiers mois jusqu'à maintenant, c'est rendu 4%. Là. C'est comme si c'est le plus bas que ça peut être. Puis le taux de chômage des immigrants, on parle tout le temps de comme 13-14%. Il était à 8,1% au début de l'année, il est rendu à 6%. Là, ça veut dire vraiment, il y a des pressions, puis le CV que tu remettrais en bas de la pile habituellement, là, tu te dis, ouais, là, c'est ma production, là, je vais peut-être l'essayer. Donc, il y a un impact majeur. Et là, je dois terminer, je vois le signe. En fait,
tout est à propos de la formation. Créer des banques de temps cumulées, c'est un exemple. Multiplier les programmes courts de formation. Repenser la reconnaissance des apprentissages. J'arrête de parler. Merci. Au revoir.